Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Donc, je m'appelle Astrid, responsable numérique du Sud. Et puis, avec ma collègue Julie, on va vous parler du Pérou. Le Pérou, c'est une destination qu'on connaît très bien chez Caravanier et on organise des voyages de randonnée depuis près de 20 ans avec la même équipe. Pour ma part, moi, j'ai eu la chance de vivre au Pérou pendant plusieurs années, donc notamment à Lima, Cusco en Amazonie, puis j'ai géré une agence de trek à Cusco. Et donc, je suis votre référente chez Caravanier pour vous conseiller et puis vous accompagner dans votre projet de voyage. Julie, de son côté, elle a guidé bon nombre de nos voyages au Pérou. Il a été responsable de nos voyages en Amérique du Sud pendant plusieurs années. Et puis aujourd'hui, elle est directrice de la production de voyages chez Caravanier. Donc, c'est un pays qui nous tient particulièrement à cœur à toutes les deux. Et dans cette conférence, on vous expliquera donc notre approche, les choix pour construire nos itinéraires, notre équipe locale et la recherche de la qualité, vraiment à chaque instant du voyage. On abordera également les différences entre les plusieurs itinéraires qu'on a au Pérou et puis, donc, vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Et puis, j'y répondrai à la fin. Et si vous avez des questions plus spécifiques par la suite concernant votre projet de voyage, moi, je suis disponible, qu'on s'en parle par téléphone ou au bureau par la suite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Caravanier, on est une agence québécoise qui est spécialisée dans les voyages d'aventure depuis 1998. Il s'agit principalement de voyages de randonnée, certains de kayak de mer, mais sinon principalement de randonnée aux quatre coins du monde. Et parmi les destinations emblématiques, on va retrouver notamment le Népal, le Groenland, le Japon, la Crète, le Maroc et bien sûr le Pérou. On a d'autres destinations qui sont un petit peu plus cachées, comme la Bolivie, le Monténégro, l'Ouganda. Donc voilà, donc il y a vraiment un grand panel de destinations dans nos voyages. Et on est vraiment intimement convaincus que la marche est la meilleure façon de découvrir une région. Donc nous, on est une petite équipe de spécialistes. On est basé à Montréal et la plupart des membres de l'équipe sont aussi guides. Donc on conçoit nos itinéraires nous-mêmes, du début à la fin, avec une attention particulière à la logistique terrain et puis à l'expérience de groupe. Et puis pour vous parler un petit peu de nos engagements, donc pour chaque voyage, les émissions carbone du trajet en avion sont compensées via la fondation Insolite Bâtisseur. Et Caravanier est également partenaire du fonds plein air 1% pour la planète, proposé par l'AEQ. Donc 1% de nos revenus sont redistribués au fonds pour soutenir des projets de développement durable au Québec. Donc Caravanier, on propose des voyages de randonnée allant d'un niveau accessible à très exigeant et puis d'un confort dolce vita jusqu'à des conditions un peu plus spartiates, notamment dans les expéditions hivernales. Donc afin de mieux vous aider à situer votre niveau et vos attentes, sur le site internet, là dans la petite page en haut, donc on trouve 4 catégories. Puis dans Caravanier, puis préparer votre voyage, on va retrouver vraiment le descriptif de chaque niveau d'effort, de confort. Et puis après, dans la fiche descriptive de chaque voyage, là, vous trouverez des informations plus détaillées sur le voyage en question qui vous intéresse. Et puis au Pérou, on propose des itinéraires allant d'un niveau accessible jusqu'à exigeant, donc du 1 au 4, et puis d'un confort allant de Dolce Vita à rustique, donc de 1 à 3. Pour comprendre un petit peu plus le Pérou, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il est divisé en trois grandes régions. Donc la côte Pacifique, la cordillère des Andes et l'Amazonie. Et c'est ça qui rend le pays aussi varié, puis aussi riche. Puis on peut passer du désert à des sommets à plus de 5000 mètres et à la jungle vraiment en quelques jours. Et donc voilà, donc la première partie, c'est la côte, appelée la Costa. C'est une région désertique qui est le long du Pacifique. On y retrouve notamment la capitale Lima, mais aussi des sites comme Paracas, qui a une faune marine absolument exceptionnelle. Et puis à proximité, on trouve également les lignes de Nazca, qui sont des géoglyphes uniquement visibles depuis le ciel.
Et puis, il y a une grande partie de la gastronomie péruvienne qui est très influencée par la côte Pacifique, car ces eaux sont très riches en poissons. Donc, on a beaucoup de plats à base de poissons au Pérou, et puis notamment le plus fameux d'entre eux, ça va être le ceviche. Donc voilà, donc ça c'est pour vraiment la partie de la côte péruvienne qui représente environ un 10% du territoire. Puis la deuxième grande région, c'est la Sierra, donc la Cordillère des Andes. Et ça va être vraiment le cœur du voyage pour la plupart de nos voyageurs et puis la plupart des itinéraires. On va parler ici vraiment de paysages de haute montagne, de culture agricole en terrasse et puis des communautés andines. C'est notamment dans la région de la Sierra qu'on retrouve des villes comme Cusco ou la Vallée Sacrée et puis bien sûr le Machu Picchu. Et la dernière région et non des moindres, car elle comptabilise plus de 60% du territoire péruvien, c'est la selva, donc l'Amazonie péruvienne. Et puis là, comme on peut le voir sur les images, on change vraiment complètement d'ambiance. On est dans un climat tropical avec une diversité qui est exceptionnelle. Et donc, beaucoup de voyages, c'est beaucoup pour de l'observation de la faune et puis de la découverte aussi de la flore. Donc, c'est souvent une extension de voyage qui est un petit peu plus douce que la partie dans les Andes. Et c'est ça qui convient très bien des voyages sur mesure, ou alors ça représente toute une partie du voyage, comme notre voyage en Amazonie. Donc vraiment, on voit de la Costa Sierra Selva, on a trois pays roux qui sont très différents. Nous, la plupart de nos itinéraires se concentrent sur la partie de montagne, sauf le voyage en Amazonie qui prend aussi cette partie de l'Amazonie péruvienne. Et puis le Pérou, c'est aussi une histoire qui va être très riche. Donc avant les Espagnols, on a bien sûr l'Empire Inca qui s'étendait, là comme on peut voir sur la carte en haut à droite, qui s'étendait sur une grande partie de l'Amérique du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est que les Incas n'ont pas laissé d'écriture, mais ils ont développé une organisation très avancée. Donc, parmi leur grand héritage, on trouve notamment donc, un réseau de routes immenses à travers les Andes pour relier leurs différentes cités, donc notamment le fameux chemin Inca, une agriculture en terrasse et puis une très bonne adaptation à l'altitude. Et puis ensuite est arrivée la conquête espagnole qui bouleverse complètement le pays. Et aujourd'hui encore, on voit ce mélange entre l'héritage inca et puis l'influence coloniale. Donc, par exemple, à Cusco, qui était l'ancienne capitale de l'Empire, il y a beaucoup de bâtiments espagnols, donc coloniaux, qui sont construits directement sur les fondations Inca. Donc, on peut voir vraiment les deux se superposer sur le même bâtiment. Et puis, le Pérou, c'est aussi un territoire d'exploration qui nourrit beaucoup l'imaginaire. Donc, depuis les premières explorations archéologiques jusqu'à aujourd'hui, c'est une destination qui fait beaucoup rêver, entre cités perdues, montagnes sacrées, puis vestiges incas. On pense notamment, par exemple, à Tintin et le Temple du Soleil, ou aux mystérieuses cités d'or qui ont bercé l'enfance de bon nombre d'entre nous, ou alors encore au personnage d'Indiana Jones, dont le personnage est directement inspiré d'Hiram Bingham, qui est le chercheur ayant remis en lumière aux yeux du monde le Machu Picchu. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Julie. Donc voilà, pour vous parler un petit peu plus de notre approche du voyage. Bien, je vais vous parler maintenant du Pérou, un incontournable s'il en est. Laissez-moi partager mon écran. Hop, et vous devriez me voir en petit dans un coin si tout va bien. Donc, le Pérou, évidemment, c'est une destination très connue pour tous les voyageurs du monde entier. Donc, on le resitue en Amérique du Sud. C'est le pays ici en rouge, encadré par l'Équateur, un petit bout de Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili. Il est très connu, notamment pour le Machu Picchu, donc redécouvert en 1911 par Hiram Bingham. C'est donc un vestige de l'époque Inca et il se visite et c'est un des grands monuments les plus visités dans le continent, mais même, je pense, quasiment dans le monde.
Mais au-delà du Machu Picchu, le Pérou est très connu aussi pour les treks. Et notamment, c'est un très bon, une très bonne destination pour un premier trek parce qu'il y a certains itinéraires qui sont quand même assez courts ou qui sont assez accessibles. On va dire que ça va être un niveau modéré à partir du moment où on est bien acclimaté. Donc, c'est une très bonne porte d'entrée dans le monde de la randonnée sur plusieurs jours. Ça s'y prête très, très bien. Ceci dit, il ne faudrait pas juste considérer le Pérou comme juste valable pour un premier trek. Il y a des treks beaucoup plus engagés, beaucoup plus soutenus. On va vous en parler un petit peu ce soir, plus longs aussi. Et l'altitude est toujours un facteur. Donc, le Pérou, en général, c'est très connu. Bien sûr pour le Machu Picchu, bien sûr pour les treks. En fait, c'est un fascinant mélange entre les paysages qu'on peut y voir, entre la culture, la grande histoire de ce pays. Alors, bien sûr, on pense aux Incas, on pense aussi aux Espagnols, aux conquistadors, mais il y avait même une histoire qui a commencé bien avant et puis qui a continué bien après l'arrivée des Espagnols. Et toute la culture, ça fait partie de la culture actuelle, donc pour les rencontres et pour les randonnées qu'on y fait. C'est personnellement, après, je pense à 5, 10, peut-être 15 treks au Pérou, je m'en lasse pas. J'adore y retourner. Et pour moi, c'est une grande source de plaisir de retourner au Pérou et de refaire des treks au Pérou. Le fait que ce soit si connu, ça nous donne une responsabilité, nous, en tant qu'agence, parce qu'il faut qu'on serve à quelque chose. C'est-à-dire que si on vous amène au Pérou, alors qu'il y a plein d'agences qui le proposent, c'est parce qu'on est persuadé qu'on va vous amener d'une façon qui va être particulièrement intéressante et que c'est celle-ci qu'on a envie de partager. C'est-à-dire que si j'ai des amis, si j'ai de la famille qui va au Pérou, j'aimerais qu'ils y aillent à la manière Caravanier. Pour moi, c'est très important. Donc, pour Caravanier, on veut vraiment vous amener une manière euh, en fait, parce qu'on se dit que il y a pas de- c'est vraiment la meilleure manière possible d'y aller. Donc, on veut éviter les lieux communs. On va s'en parler quand même pas mal après. Et puis, c'est aussi, en fait, le fait de passer par Caravanier, c'est aussi une manière de garantir que l'équipe qui va travailler pour vous et avec vous sur place, elle est bien traitée, elle a des bonnes conditions de travail. C'est aussi une manière de s'assurer que l'itinéraire que vous allez faire c'est le plus intéressant et pas forcément juste le plus connu, le plus pratique à organiser. C'est aussi, et c'est aussi une manière de s'assurer que euh, les prestations, alors c'est un vilain mot peut-être dans le monde du voyage, mais ce que vous allez vivre sur place, c'est de la qualité. C'est-à-dire que vous allez bien manger, vous allez bien dormir, le transporteur va être à l'heure, etc. Tout va être fluide et tout va bien s'organiser. C'est ça, en fait, la différence de passer par Caravanier versus les agences locales où là, vous n'avez aucun contrôle sur les conditions de travail des porteurs, des guides, des arriéros, des cuisiniers ou des agences ici. Voilà. Avec tout ça, en fait, l'histoire de Caravani au Pérou est intrinsèquement liée avec l'histoire d'un homme qui est, dans mon écran, je vous le montre avec la souris, ici avec les lunettes sur la casquette, Vico. L'histoire et la manière de penser le Pérou de Caravani est intrinsèquement liée donc à son équipe locale. Vico, c'est le chef de notre équipe locale. Ça veut dire que c'est lui qui a la responsabilité d'organiser votre arrivée sur place et qui est en contact tous les jours, toute l'année avec Astrid au bureau Caravanier, à qui vous parlez pour le Pérou. Donc, ensemble, ils vont penser à tout. Vico, chapeaute, va recruter les arriéros. Donc, les arriéros, c'est ceux qui s'occupe des mules sur lesquelles on va charger les bagages et tout le matériel pour les treks qui sont avec des mules ou des ânes d'ailleurs au Pérou. Ça dépend des endroits. C'est lui qui va s'assurer que les guides aient le bon équipement, que les cuisiniers ont pensé à tout, ont prévu suffisamment de gaz, de réchaud. C'est lui qui revoit les tentes, l'état des tentes. Donc, il a une grande responsabilité sur place. Nico, en fait, on travaille avec lui depuis peut-être 25 ans au moins. Il travaillait pour une autre agence, donc dans les débuts de Caravanier avec lesquels on travaillait. Et puis, en tant que guide, alors il a vraiment commencé comme porteur, puis après il est devenu cuisinier, puis après assistant guide, et puis après guide. Euh,
Et il a étudié l'histoire notamment de la civilisation Inca de manière approfondie, et c'est vraiment une de ses passions. Quand, en montant petit à petit les échelons, donc d'une autre agence sur place, il s'est mis à protester parce que les conditions de travail des porteurs, notamment sur le chemin Inca, c'est le fameux chemin qui permet d'arriver à pied au Machu Picchu, n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas dignes en fait. Il s'est mis à protester. Il a été licencié pour ça par cette agence-là. Et en voyant ça, Caravagné, nous, on avait un attachement particulier donc à ce guide-là, à Vico, à sa manière de voir les choses. Et quand on s'est rendu compte que le, Vico faisait plus partie de l'équipe, on l'a contacté, puis on lui a proposé, il nous a tout expliqué, on lui a proposé de devenir le responsable sur place justement de tous nos treks. Ça a été une grosse décision dans sa vie. Ça a été une bonne décision pour Caravagné aussi. Et donc, ça fait peut-être une vingtaine d'années que Vico est aux commandes sur place. À l'époque, on avait des guides qui partaient de Montréal et puis qui partaient passer plusieurs mois au Pérou pour toute la saison pour tout guider. Et puis, les écoles de guides, en fait, au Pérou, alors c'est beaucoup des guides un petit peu plus classiques, mais on a quand même beaucoup de guides de trek qui sont professionnalisés, qui sont devenus excellents et qui apportent toute une vision, en fait, de la culture d'aujourd'hui parce qu'ils baignent dedans, qui est fascinante. Donc, on travaille maintenant depuis quand même, je pense, une quinzaine d'années, si ce n'est plus. On travaille maintenant avec des guides locaux. Ils sont peu nombreux, on les sélectionne, on les forme aux premiers soins en milieu isolé avec les mêmes normes que nos guides qui sont basés au Québec. Et donc, on a par exemple Diego, Wilfredo et Rostino que vous voyez à l'écran, qui sont les trois guides qui vont vraiment guider tous nos voyages de l'année ou 99% de nos voyages de l'année. Donc, ils parlent français, bien sûr, et ils vous attendent sur place. Euh, hop, je voulais vous expliquer un petit peu notre approche. Parce que, donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a une responsabilité en tant qu'agence. Si on propose quelque chose, il faut que ça soit quelque chose de plus ou quelque chose de mieux à nos yeux par rapport à toutes les agences qui existent sur place. Ça veut dire que dans notre approche, je voudrais en fait revenir voilà, là-dessus, sur le Machu Picchu. Dans le trek, un des treks les plus connus du monde, aussi connu que le trek du camp de base de l'Everest, euh, ça va être le chemin Inca, donc plus connu peut-être dans son appellation anglophone, l'Inca Trail, où nous on aime bien utiliser le mot espagnol, el Camino Inca. C'est le chemin qui permet d'arriver à pied au Machu Picchu. Donc, il y a besoin de marcher 3 ou 4 jours avant d'arriver par la porte du soleil. La porte du soleil, c'est en fait pas du tout une porte qui s'ouvre, c'est une porte dans le style Inca. Donc, c'est une construction, comme un peu comme un portail de ranch, tout en pierre, qui est situé à un col de montagne. Et c'est par ce col-là qu'on voit pour la première fois le Machu Picchu. Et par cette porte-là qu'on va pénétrer sur le site du Machu Picchu par un chemin. Pour y accéder donc à cette porte, il faut 3 ou 4 jours de marche. Et c'est là que ça devient intéressant. La plupart des agences qui passent par le chemin Inca vont faire les mêmes arrêts. Alors, les sites de camping sont régulés sur cette partie-là. C'est un parc national. Donc, il y a des zones de camping on n'a pas le droit de camper n'importe où pour protéger. Je vous dirais, il y a 25 ans ou 20 ans, c'était un peu la loi de la jungle. Les gens, enfin, on pouvait, autant de monde pouvait rentrer que ce qu'il voulait. Il y avait des déchets partout. Les conditions de salubrité étaient horribles. Et c'est ça, les conditions de travail étaient vraiment pas une priorité pour les porteurs, enfin pour les porteurs, si peut-être, mais pour les agences qui les employaient et pour les randonneurs, peut-être pas à l'époque. Depuis, le gouvernement a mis en place tout un système de réseau, donc avec des zones de campement qui sont clairement identifiées, et il y en a plusieurs sur le sentier, ce qui permet de choisir un petit peu où on va aller camper, et puis euh, un, euh, un quota
qui fait qu'il y a 500 permis d'accès à ce chemin-là par jour. Dans les 500 permis d'accès, ça inclut les porteurs. Ils ont aussi régulé le poids porté par les porteurs. Les porteurs ont le droit de porter 20 kilos plus leurs affaires personnelles, ce qui fait que, en fonction du nombre de voyageurs, et on va avoir un certain nombre de porteurs. Donc, sur les 500 permis qui sont attribués chaque jour pour entrer sur le chemin Inca, il y en a peut-être 125 qui vont être attribués à des randonneurs et les autres, ça va être pour les équipes locales, pour les porteurs, les cuisiniers, les arriers, les guides. Il faut aussi savoir que au fur et à mesure, les réglementations s'améliorent et par exemple, les déchets sont pesés à la sortie en fonction du nombre de voyageurs et du nombre de jours qu'on a passé sur le chemin. On doit on s'attend à avoir un certain poids de déchets et si l'équipe en ramène moins, ça veut dire que fort probablement, ils les ont laissés sur le sentier dans la nature et là, ils sont pénalisés. Donc, il y a toute une super régulation qui est mise en place et c'est vraiment pour le mieux, mais ça implique qu'il y a très peu de voyageurs qui vont pouvoir y rentrer par rapport à tout le monde qui aimerait pouvoir marcher sur ce chemin. Ça veut dire aussi donc qu'il faut s'inscrire vraiment très, très, très en avance pour ceux qui veulent marcher sur le Machu Picchu. Et je vous disais, les zones de campement. La plupart des agences vont calculer leurs zones de campement et se retrouvent sur les grands campements classiques, ce qui leur permet d'aller dormir en fait au campement qui est le plus proche de la fameuse Porte du Soleil dont je vous parlais. Ce campement-là, objectivement, c'est pas le plus joli, mais il est pratique parce qu'il est qu'à quelques heures de marche. Et donc là, tout le monde va partir très tôt le matin, vers 3, 4 heures du matin, pour arriver à la porte du soleil, au lever du soleil, là où, donc aux équinoxes, en fait, le soleil va passer par cette porte-là, les rayons de soleil, et vont frapper le Machu Picchu à ce moment-là. Ça a été écrit dans le Lonely Planet comme l'expérience à vivre absolument. Donc tout le monde veut arriver au lever du soleil, à la porte du soleil. Donc là, vous avez 125 personnes, plus les équipes locales, qui marchent sur le même chemin qui fait 1 mètre de large, 3-4 pieds de large, avec potentiellement quand même des portions un petit peu vertigineuses, parfois sur le côté droit de ce chemin, pas toutes les portions, mais c'est un petit peu vertigineux. Il n'y a rien quand on marche tout seul et qu'on peut être sur le côté, il n'y a rien là, c'est pas quelque chose qui vient vraiment chercher. Mais quand il y a du monde et qu'il faut doubler les gens qui vont un peu plus lentement ou qu'il y a les équipes qui passent, eh ben, ça peut être un petit peu plus angoissant. Tout ça pour arriver à la Porte du Soleil, qui est large finalement, qui est pas très large. Ça va faire un petit 3 mètres de large. Et là, vous avez encore une centaine de personnes qui veut sa photo et qui veut voir le Machu Picchu à la même heure. Nous, chez Caravani, on a clairement considéré dès le début que, en fait, on est beaucoup plus tranquille d'y arriver en après-midi, de marcher quasiment tout seul sur le chemin, d'arriver en après-midi à la Porte du Soleil où il va y avoir quelques personnes, mais pas la foule, et de profiter. Les agences classiques, ce qu'elles proposent, c'est que quand on arrive effectivement vers 6-7 heures à la Porte du Soleil, après elles enchaînent par la visite du Machu Picchu et puis l'après-midi, elles rentrent à Cusco. Nous, on s'est dit que bah, tant qu'à y être, autant prendre le temps. Donc on arrive en après-midi, on traverse le Machu Picchu une première fois, donc c'est une première visite. On n'a pas vraiment le temps d'expliquer beaucoup de choses, mais on a un premier aperçu. On va dormir dans le village en bas où on retrouve la douche, on retrouve tous les services. On passe une bonne nuit et le lendemain matin, très très tôt, on se lève et on retourne sur Machu Picchu pour une vraie visite dans la matinée avant de rentrer en après-midi à Cusco. Avec tout ça, le fait donc de choisir d'arriver à la Porte du Soleil en après-midi, ça fait qu'on peut décaler et qu'on peut partir de plus loin. On n'est pas obligé de dormir dans ce dernier campement où il y a tout le monde et qui n'est pas vraiment le plus joli. On peut aller dormir dans le campement d'avant, qui est quant à lui magnifique et où il y a très peu de monde. Ce qui fait que l'étape d'avant encore, elle peut être aussi assez équilibrée. En fait, on joue avec les journées pour qu'elles soient le plus équilibrées possible et qu'on utilise des campements qui nous plaisent par leur beauté, plus que parce qu'ils permettent d'arriver à 6 heures du matin à la Porte du Soleil. Donc j'insiste beaucoup, mais c'est un petit peu la philosophie qu'on applique sur tous nos voyages, de se dire, mais attends, c'est quoi le plus, bien sûr, au niveau marketing, le plus intéressant,
c'est ce qui est le plus connu, c'est ce que tous les guides disent, mais en vrai, nous, en tant que voyageurs, qu'est-ce qu'on aime le plus? Ah bah, c'est être un petit peu plus tranquille, profiter de la tranquillité des lieux. La porte du soleil, en plus, fréquemment, il y a des nuages, donc c'est un peu voilé. C'est pas, c'est intéressant, mais il faut être chanceux pour avoir les conditions les plus belles et le matin, justement, quand la brume sort de la jungle, en fait, se lève de la jungle, quand les températures montent, ben, il vaut mieux nous, on trouve qu'il vaut mieux y arriver en après-midi. Tout ça pour dire que notre approche au Pérou, mais en fait, comme dans tous les incontournables, ça va être de prévoir de vraiment réfléchir à ce qu'on aimerait faire, nous, en tant que voyageurs, et ce qui est un petit peu notre valeur ajoutée, puis donc de l'appliquer. Le Machu Picchu, enfin, le chemin Inca, pardon, le Camino Inca, c'est juste un exemple. Par contre, ce qui va être intéressant à savoir, vous, quand vous choisissez votre voyage, c'est comment vous voulez arriver au Machu Picchu. Parce qu'il y a bien sûr donc ce Camino Inca, mais vous avez compris, il y a un nombre de voyageurs très limité qui va pouvoir y rentrer dessus. Les autres vont arriver plus classiquement au village qui est en dessous du Machu Picchu, qui s'appelle Aguascalientes, et puis là, vont tranquillement aller visiter le Machu Picchu le lendemain. Et ça se vaut aussi, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui va chercher, quelqu'un qui est vraiment fan de l'histoire de l'Inca et qui veut vivre cette expérience, très bien, notre trek du Salcantay, on a plusieurs treks qui permettent d'arriver à la Porte du Soleil. Pour quelqu'un qui a envie d'un trek très exceptionnel, je vais vous en parler rapidement un petit peu après, mais pour qui arriver à pied au Machu Picchu, c'est pas forcément la chose la plus importante, tant que le trek en lui-même qu'il aura vécu sera porteur de beaucoup d'émotions et fascinant et passionnant et magnifique. Mais dans ces cas-là, il y a plein d'autres cordillères, plein d'autres massifs de montagnes où ça va être peut-être un petit peu plus intéressant. Va vraiment dépendre de ce qui vient vous chercher, ce qui vient vous allumer. Mais au moins, voilà, je voulais vous expliquer un petit peu notre approche sur cet exemple-là du Machu Picchu qui est assez en fait révélatrice de notre approche globale. Je reviens en arrière dans l'approche, dans mon diapositive, dans l'approche, un trek au Pérou ne peut pas se faire si on n'est pas assez acclimaté. Cusco est en altitude, autour de 3200 mètres d'altitude, plus ou moins. Ça va être 3200, 3400, ça dépend des portions. Ça va être important de s'acclimater, de prendre le temps avant de partir en trek pour que votre organisme s'adapte en fait à la pression qui est différente et donc au volume d'oxygène qui rentre dans vos poumons qui va être légèrement différent. On prend le temps. Et en fait, c'est un super prétexte. Donc, on ne veut surtout pas se presser. C'est un super prétexte pour visiter Cusco et toute la vallée sacrée qui permet de voir déjà des premiers sites Incas qui sont passionnants, avec les explications du guide, bien sûr, mais aussi quand même pas mal de la vie locale et des coutumes, des traditions que vous allez pouvoir voir. Donc, vraiment, à la fois la vie un petit peu urbaine à Cusco, puis vraiment beaucoup plus la vie rurale dans tous les petits villages qui sont alentours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur tous nos treks, sauf un. L'acclimatation, on le retrouve sur tous nos treks, ça c'est sûr et certain, mais euh, la portion Cusco et alentour, ça va être pour tous nos treks qui sont autour de Cusco. Donc voilà, avec aussi donc les sites Incas de la vallée sacrée. La vallée sacrée, en fait, c'est juste à côté de Cusco. Il y a toute une grande vallée qui est parsemée de sites qui sont très intéressants. Donc là, on voit Maras, Moraï, les salines de Maras. Donc c'est une exploitation de sel qui date de l'époque Inca. Alors bon, du sel dans la montagne, c'est assez inhabituel, donc c'est vraiment très très intéressant. Puis l'ingénierie qui est derrière est aussi particulièrement fascinante. Pareil pour le site de Moraï, là, les cercles concentriques en terrasse. Là aussi, au niveau ingénierie agricole de l'époque, parce que ça date des Incas, donc on parle du 15e siècle. C'est fascinant. Vous avez des greniers à grains, vous avez le site de Chuquicosco. Ce sont des exemples. On s'amuse en fait parce que la vallée Inca est assez riche pour qu'on puisse en profiter. Je vous parlais donc dans notre approche de l'importance de la qualité de ce que vous allez vivre sur place. Donc sur place, les tentes vous attendent pour pour camper, pour votre trek. Vous apportez juste votre sac de couchage,
sur place et en fait, on vous donne une liste d'équipements qui est très détaillée parce qu'on veut que vous soyez bien préparés. Donc, vous apportez ça. Vous avez un cuisinier qui vous suit, qui fait à manger. Les cuisiniers péruviens, comme dans d'autres pays, mais les cuisiniers péruviens font quand même des merveilles. Donc, que ce soit la soupe du soir qui est réconfortante, qui vous apporte plein en termes d'équilibre nutritionnel, au Pérou, on est au top, comme dans beaucoup de. Puis c'est quelque chose auquel on fait particulièrement attention. Puis on est des gourmands chez Caravanier, donc on veut bien manger. Donc, vous allez toujours avoir des protéines, des féculents, des légumes. Et nos cuisiniers sont particulièrement formés pour que ce soit à la fois très bon, très généreux en termes de proportions. Puis quand il en reste, bien sûr, c'est pas perdu. Là, on s'entend que l'équipe va le manger en plus de son repas qui est prévu pour elle. Donc, c'est généreux. Et aussi, c'est toujours très sécuritaire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de malades et on n'a pas de malades dans nos groupes en trek, bien sûr. La vie des campements, elle est quand même confortable. C'est sûr que plus on campe haut, ça c'est comme partout, plus il va faire froid, plus les conditions sont un peu rudes. Donc, dans la liste d'équipements, la température conseillée pour votre sac de couchage va être adaptée, puis pour l'équipement que vous allez apporter. On campe toujours dans des endroits qui sont magnifiques. Donc là, vous avez un petit exemple, plus ou moins proche des glaciers, plus ou moins proche des cours d'eau. On veut qu'il y ait un point d'eau pas loin pour pouvoir cuisiner, faire la vaisselle, se laver un petit peu. Donc, donc c'est ça. On a aussi pour tout ce qui est en dehors des campements, et on a notamment un voyage où on dort jamais sous la tente, c'est ce qu'on appelle un petit peu la Dolce Vita. Donc le fait de dormir dans des hébergements. À Cusco, ça va être des on ne travaille jamais avec des chaînes. Ça fait partie aussi de notre approche. Donc, les grandes chaînes internationales, ça ne nous intéresse pas. On préfère travailler avec des petites structures sur place et que les revenus soient en fait réinvestis sur place et pas dans des grandes chaînes internationales. On veut que ça soit toujours propre, bien tenu et charmant. Ça fait partie de nos conditions. Donc, on essaye le plus possible de tendre vers ça. C'est facile à Cusco. Il y a vraiment beaucoup de très jolis petits hôtels. Il y a des endroits où on veut que ce soit, ben, ça va être propre, bien tenu, mais parfois, effectivement, il pourrait faire un effort sur la déco, mais la simplicité fait partie du lieu. Voilà. Dans notre trek qu'on fait, dans notre voyage où on va au cœur de l'Amazonie, en plus de la zone de Cusco. Là, on dort dans des lodges, et là, c'est l'Amazonie, la jungle, c'est pas du tout le même environnement. Et là, non seulement c'est toujours propre, charmant, bien tenu, et il y a aussi tous les bruits de la jungle autour. C'est une expérience en soi que de dormir là. Donc, la qualité à laquelle on fait attention, ça passe donc par l'assiette, ça passe par les conditions de travail de l'équipe sur place, ça passe aussi par les logements, par les transports que vous aurez et par les guides. Ça, je vous en parlais. Hop, je reviens après. Nos groupes, et encore une fois, ça fait partie de nos différences, ce sont des petits groupes, c'est-à-dire qu'on confirme nos voyages généralement à partir de 4 personnes avec un maximum de 12 personnes. Après, s'il y en a 11 personnes, puis là, un couple veut s'inscrire, bon, ben, on les accepte, on ne dit pas non, non, on prend juste madame, monsieur doit rester à la maison. Donc là, on accepte généralement le couple, si ça se passe bien. Si en fait on a assez de chambres pour tout le monde, ce sont des petits logements avec lesquels on travaille. Donc c'est ça. C'est possible de privatiser votre groupe, c'est-à-dire que si vous êtes une gang d'amis, une famille, que vous voulez partir au Pérou, c'est tout à fait possible de nous appeler, de nous expliquer un petit peu votre projet. Et puis, soit il y a un groupe et puis vous allez bien fitter avec et bon, ben, vous vous inscrivez dans nos dates qui sont sur le calendrier. Soit, puis surtout si vous êtes un petit peu nombreux, ben là, si nos guides sont disponibles, ça va être la condition, c'est parce qu'on ne veut pas travailler avec n'importe qui, on veut vraiment être sûr avec qui on vous envoie. Si on a un de nos guides qui est disponible, ben là, dans ces cas-là, ben, on vous organise votre voyage juste pour vous. Et puis on peut varier dans ces cas-là par rapport à ce qu'on propose de base. Si je reviens au trek, donc au Pérou, il faut savoir que le Pérou, c'est plusieurs écosystèmes. On pense beaucoup, beaucoup aux montagnes dans le milieu du trek, mais en vrai, 10% du territoire, c'est le long de la côte.
Et on a un 30%, c'est vraiment la cordillère des Andes, donc les hautes montagnes, et c'est là où se passe la plupart de nos treks. Mais 60% du pays est recouvert par l'Amazonie, par la jungle. Donc c'est quand même un grand espace. Vous avez vu Lima ici. Euh, Oups, pardon, je ne sais pas si vous me voyez encore, j'ai cliqué sur un bouton. Je vais reprendre le partage d'écran. Je pense que j'ai fait une petite erreur de manipulation. Hop là, voilà. Donc, vous avez vu Lima euh, ici. Vous avez la plupart de nos treks qui sont donc dans la région de Cusco, qu'on voit là. Donc, tous les treks sont sont différemment notés. Je vous parlais qu'on va maintenant, depuis 2 ans, dans l'Amazonie. On a un voyage qui combine la découverte du monde Inca, des montagnes, de la culture, du Machu Picchu, mais de tous les autres sites aussi à Cusco avec la découverte de cet écosystème euh, exubérant qui est l'Amazonie, la jungle. Et là, ça se base à Puerto Maldonado. Donc ça, c'est notre voyage euh, sans campement on dort jamais sous la tente. Il y a de l'électricité à toutes les nuits et il est peut-être un tout petit peu plus facile, même si on a des bonnes journées de randonnée dans la zone de Cusco. Et même si en fait l'effort qu'on fait en Amazonie, ça va être beaucoup un effort d'adaptation, d'acclimatation. On- Puis il y a la chaleur qui joue, et puis on va se lever tôt pour pouvoir aller observer les animaux. Enfin bon, bref, c'est vraiment un voyage, c'est le côté plus voyage avec le côté adaptation mentale qui va jouer plutôt que l'effort physique dans les mollets à ce moment-là. Complètement au nord, vous avez la cordillère Huayhuash. Donc là, comme on est plus loin de la zone de Cusco, toute l'acclimatation va se faire autour de Huaraz, qui est le point de départ, et après on a 9 jours de trek dans la cordillère Huayhuash. Pour ceux qui ne seraient jamais allés au Pérou, on propose une extension. Donc, vous pouvez arriver 5 jours plus tôt. On vous prend en charge dans la région de Cusco pour aller voir quand même les grands incontournables. Ça permet de vous acclimater. C'est encore mieux. Mais c'est pas une obligation. Sinon, on a l'acclimatation au préalable dans la cordillère de Huayhuash. On a donc tous ceux je vous ai parlé de tous ceux de Cusco, puis on en reparlera après. Et puis, un petit clin d'œil, la cordillère Apolobamba, ça c'est en Bolivie. Euh, on a triché sur la carte, mais vous voyez, c'est vraiment tout près, avec le lac Titicaca ici qui fait en fait partie à la fois du Pérou et à la fois de la Bolivie. Son territoire est séparé en deux. La cordillère Apolobamba, je l'ai mis là, je vous en parle pas plus après, mais c'est un des grands treks parmi les plus grandioses et les plus beaux qu'on a en Amérique du Sud. C'est en Bolivie. Il est peu connu parce qu'il est éclipsé par... déjà, il est peu connu, le trek en lui-même. Il y a très peu de Boliviens qui le connaissent, très peu de guides boliviens qui le connaissent. Puis la Bolivie en elle-même est éclipsée par toutes les lumières du Pérou dans les yeux des voyageurs. Donc, jetez-y un coup d'œil si vous êtes un passionné de trek un petit peu engagé quand même, euh, où il y aura vraiment pas beaucoup de monde. C'est-à-dire que vous serez absolument tout seul. Donc, sur les cartes, ça donne ça. Si je vous explique un petit peu plus nos voyages, dans les très bons premiers voyages ou dans les très bons voyages qui vont être accessibles, et là je vous parle de trek avec quelques nuits sous la tente, pas tant que ça. Vous avez les sentiers Inca. Ça, c'est notre voyage que vous allez choisir en priorité. Il n'y a que 3 nuits sous la tente, donc au final, c'est pas énormément, mais il y a quand même 6 jours de randonnée. C'est le trek que vous allez choisir. C'est un très bon premier trek. C'est, je pense, celui où on rencontre où on voit le plus de villages qui sont encore habités. C'est là où on rencontre le plus de bergers qui sont en train de s'occuper de leurs troupeaux ou d'enfants qui habitent dans des maisons un petit peu plus loin dans les montagnes, puis qui vont marcher 1 heure et demie chaque matin, puis chaque soir pour aller à l'école du village. Donc, ça va être le trek avec peut-être un petit peu plus de rencontres, de très belles montagnes. On est quand même assez haut en altitude, puisqu'on va passer jusqu'à 4200, 4400 mètres selon l'école que les guides choisissent. On leur laisse toujours un petit peu de liberté aux guides. En fait, on leur laisse, c'est du bon sens, on leur laisse adapter l'itinéraire en fonction du groupe, mais aussi de la météo et des conditions qu'il y a à ce moment-là. S'il y a eu tout d'un coup une tempête de neige qui n'était pas prévue parce que c'est pas la saison, mais que les cols les plus hauts sont bloqués, ben on va passer par les cols les plus bas.
Ça juste, ça fait du sens. Si on a un groupe de crinqués qui sont un petit peu surqualifiés pour un voyage, bon ben là, on va leur proposer une variante un petit peu plus exigeante. Donc autant que possible, on le fait. Donc, Sentier Inca, très bonne première approche. Ce qu'on fait dans ce voyage-là, en plus de notre trek, donc qui permet de voir les villages, ce que je vous disais, les jolis lacs, les sommets enneigés au- autour en plus. euh, En plus de ça, on va rentrer sur la dernière journée du chemin Inca. Ça, je vous l'avais pas dit, mais en fait, le chemin Inca, nous, on prend 4 jours à le faire quand on le fait juste le chemin Inca. On peut rentrer, on peut s'avancer un petit peu en train. Puis prendre un itinéraire bis qui permet d'arriver, de faire juste la dernière journée pour arriver à pied au Machu Picchu. Donc ça, on le fait tant qu'il reste des permis d'entrée, donc les fameux quotas, tant qu'il reste de la place, on le fait sur ce trek des sentiers Inca. Très bon premier trek. On peut le décliner dans des groupes privés pour des familles aussi. Dans les très bons premiers treks aussi, vous avez le trek du Salcantay ici au milieu. Le Salcantay, c'est nous, notre version longue du Machu Picchu, du chemin Inca, justement, du Camino Inca. Ça veut dire que en plus des 4 jours qu'on va faire sur le chemin Inca, on part en fait de plus loin. On marche 4 premiers jours dans d'autres vallées. On contourne le Nevado Salcantay. Alors, beaucoup d'agences vont proposer le trek du Salcantay. Sauf que nous, on passe pas par les mêmes sentiers parce que ce sont des campements, parce que les zones de campement sont trop utilisées, il y a trop de monde à notre goût à nous. Et en fait, donc, la plupart des autres passent côté, côté ouest et contournent du Saint-Quentin côté ouest. Et puis ensuite, ils vont arriver à pied, enfin à pied ou en train au village qui est en dessous du Machu Picchu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le contourne côté est. Donc là, on est tout seul dans les vallées. Et ça nous permet de rejoindre le chemin Inca. Donc au bout de 4 jours, on rentre sur le chemin Inca à la fin de la première journée de ceux qui font le chemin Inca. Et donc, il nous reste 3 jours de marche. Donc, c'est 7 jours de marche consécutifs avec les 4 premiers jours où on est tout seul, où c'est des hauts cols, on voit deux, trois villages, mais pas tant que ça. Et après, on a tout le côté historique avec tous les sites historiques qui jalonnent le Camino Inca qui permet d'arriver à pied au Machu Picchu. Pour les fans d'histoire, c'est une très bonne option. C'est pas la seule, mais c'est une super bonne option. C'est un bon équilibre en fait aussi entre la tranquillité d'être tout seul et puis après le côté historique du Camino Inca. L'autre très bon équilibre, c'est Ausangate. Donc là, hop, c'est celui qui est ici. Ah, je pourrais faire, vous le pointer, mais je suis pas assez bonne avec les écrans à l'arrière. L'Ausangate, c'est plus exigeant. C'est pas le trek que je recommanderais pour un premier trek, à moins que vous soyez vraiment, vraiment très habitué à faire beaucoup de randonnées ici au Québec. Il est plus exigeant. On a toute la partie acclimatation avec un premier trek d'acclimatation de quelques jours dans les abords de la vallée sacrée, puis les abords de tous ces sites-là, ce qui permet d'en voir beaucoup culturellement. Et on marche dans des endroits où il y a, encore une fois, quasiment personne, mais des sites très intéressants. On va visiter le Machu Picchu. euh, et ensuite, on, en- on embarque sur le trek de la Hossangate en lui-même. Et dans ce trek-là, en fait, donc, on est très proche des glaciers dans ce trek-là. On est souvent à 4 600 mètres d'altitude. On va passer à 5 000 mètres, des cols à 5 000 mètres. Il devrait y en avoir un ou deux dans le trek. Et il se trouve que si on fait un petit détour, et vous avez dû entendre parler de la montagne arc-en-ciel, si on fait un petit détour, en fait, il n'y a pas une seule montagne arc-en-ciel, en tout cas, donc c'est une succession de minéraux qui sont différents dans la Terre à ce moment-là, ce qui donne les couleurs spéciales, comme ça, en version, en faisant des lignes. Bref. Euh, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est très connu et qui se visite souvent au départ de Cusco. Les agences l'organisent. C'est des bus qui partent le matin très tôt. Et là, vous montez, vous voyez la montagne arc-en-ciel. Et puis le retour se fait en après-midi même. Ça, au niveau, quand on le fait sans être acclimaté, c'est très dur, c'est très difficile et c'est dur pour l'organisme. C'est pas tip-top. Puis il y a beaucoup de monde parce que tous les matins, il y a des bus qui partent de Cusco pour ça. Nous, de notre trek à Oxangate, on peut faire un petit détour. Donc, on modifie un campement et on le fait généralement, sauf si tout un groupe nous dirait qu'il ne voudrait pas le faire, mais pas y aller, ça serait quelque part un peu dommage. Donc, par rapport au trek classique de la Oxangate, on dévie, on va marcher dans une vallée d'à côté, ce qui permet d'observer une des des deux ou trois montagnes arc-en-ciel. Et ça nous permet
ça nous permet d'y être à des horaires où il y a quasiment personne. Puis c'est pas la plus fréquentée non plus, donc c'est assez intéressant. Un voyage un petit peu plus soutenu donc que les autres. On l'a mis niveau soutenu effort 3, mais c'est un plus plus, quoi. Il est comme entre le 3 et le 4, je vous dirais. Donc, gardez en tête que par rapport le Salcantay, ça, on l'a mis soutenu, mais c'est un petit soutenu versus Aossangate qui va être un gros soutenu. Dans, je continue, en dessous de la Housangate, par là-bas, vous avez l'Amazonie. Ça, c'est super premier voyage pour des gens qui n'ont pas du tout envie de camper, même pas les 3 nuits du Sentier Inca, et surtout qui veulent découvrir l'Amazonie. Donc, on va bien sûr aller voir Cusco, mais on va aussi aller mettre les pieds dans l'Amazonie. On va y aller, on va marcher dans les sentiers, vous allez être en bateau, dans les petites pirogues. C'est fascinant. Et puis, il y a la randonnée qui va être côté Cusco. Donc, on visite les sites Incas, bien sûr. C'est un voyage en Dolce Vita, donc il y a quand même un petit peu de confort dans ce voyage-là avec l'électricité toutes les nuits. Euh, je saute celui du milieu, celui qui est juste ici, je vous en reviens juste après, pour vous montrer celui qui est derrière moi. Je me décale autant que possible. C'est le Choquequirao. Alors, Choquequirao, c'était une autre cité qui a été redécouverte, hein, 2, 3 ans avant Machu Picchu, mais il n'y a pas eu vraiment d'emphase qui a été mise dessus, c'est-à-dire que le Machu Picchu, la découverte du Machu Picchu a été publicisée quelque part par le National Geographic de l'époque. Là, c'est sorti dans la National Geographic en 1913, donc ça date. Choquequirao, lui, a été découvert par le même monsieur, Hiram Bingham, dont je vous parlais au début, mais il n'a pas vraiment daigné y prêter beaucoup d'attention, alors que, mais ça, il ne pouvait pas le savoir à l'époque, les archéologues d'aujourd'hui montrent que le site avait la même importance et la même signification, la même importance dans le monde inca à l'époque que le Machu Picchu. C'est une cité qui est encore à 70% ensevelie euh, et qui n'est accessible qu'à pied. Il n'y a pas de train, il n'y a pas moyen d'y arriver autrement. Le gouvernement a un plan pour organiser un téléphérique qui permettrait d'aller depuis le dernier village jusqu'au site de Choquequirao. Pour l'instant, les travaux n'ont pas commencé, donc c'est vraiment le moment d'y aller. Euh, La plupart des agences qui y vont marcher, donc c'est 2, 3 jours pour y arriver. Donc vont marcher aller et puis retour par le même sentier. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça se fait. Les autres agences vont continuer, puis ensuite, rendues au village un petit peu après Choquequirao, 2 jours après, là, vont bifurquer pour faire une version un petit peu plus facile que la nôtre peut-être, et qui permet ensuite de retrouver les sentiers un petit peu plus courus. Euh, c'est joli aussi, mais c'est pas grandiose comme ce que nous, notre version. Donc, on prend vraiment les versions les plus longues. Donc, on va jusqu'à Choquequirao, on va jusqu'au village d'après, puis là, on bifurque pour passer les hauts cols, ce qui va nous amener sur d'autres sites Inca, mais alors minuscules, où le dernier Inca s'est fait décapiter en théorie. Donc, il y a un côté historique assez intéressant. Puis après, bien sûr, on va aller visiter Machu Picchu. La chose à savoir, c'est que cette année 2026, on ne propose pas ce trek comme ça. On a proposé ce qu'on appelle une étoile filante. Donc, Vico, le chef de notre équipe locale, ça fait des années qu'il rêve de relier les 3 grandes cités majeures de la cosmologie andine. Donc, Machu Picchu, Choquequirao et Vilcabamba, qui est encore plus loin, un petit peu plus dans la jungle. Et donc, cette année, le trek qu'on propose, qui part en juillet, on va rejoindre Choquequirao jusqu'à Vilcabamba, puis après on va au Machu Picchu. C'est le côté un peu fou de cette année. À partir de 2027, notre trek habituel au Choquequirao revient. Il est, je vous dirais, c'est parmi les plus faciles en termes d'acclimatation à l'altitude parce que les villages commencent plutôt à 2 500 mètres. C'est pas très haut. Et donc, on s'acclimate très progressivement. Par contre, on- au lieu de remonter des vallées, on traverse les vallées, ce qui fait qu'il y a des grandes descentes et puis des grandes montées en zigzag après. Donc, au niveau effort physique, il est quand même assez demandant. Donc, l'altitude, beaucoup plus accessible en termes d'altitude que la Sangate, par exemple, et peut-être même un petit peu plus accessible en termes d'altitude que le Sentier Inca. Et pourtant, après, l'effort physique global est quand même plus demandant sur Choquequirao que Sentier Inca. Il est assez comparable avec la Sangate. C'est un vrai niveau 3 bien tassé.
Voilà, donc ça c'est pour Shokekirao. Ça va être vraiment pour ceux qui veulent le plus d'histoire possible. Shokekirao. Et puis je vous disais Waiwash, pardon, qui est juste là. Donc là c'est celui dont je vous parlais, je vous montrais sur la carte, il est complètement au nord du Pérou. Donc le massif du Waiwash, en fait c'est toute une ligne d'arêtes avec plusieurs sommets à 5 6 000 mètres dispersés sur cette ligne-là. Et nous, on en fait tout le tour. C'est des conditions assez similaires avec celles de l'Ausangate, c'est-à-dire qu'on est vraiment plutôt proche des glaciers. Ça fait partie des grands treks d'Amérique du Sud connus et réputés. Euh, Absolument magnifique. Là aussi, on prête un soin particulier. Donc, c'est le seul endroit où ce sont des ânes et pas des mules qui transportent les affaires. Sachant que Salcantay, par exemple, en fait, tout ce qui est Camino Inca, donc le fameux chemin pour arriver à pied au Machu Picchu, j'espère que depuis le temps que je vous en parle, vous m'avez suivi. Donc, le Camino Inca, les mules, les ânes et les chevaux sont interdits. Donc, c'est forcément des porteurs qui portent tous les autres treks, là, ça va être des mules qui vont porter. Puis Waiwash, ce sont des petits ânes gris tout mignons. En termes de paysage de montagne, on fait difficilement plus beau qu'au Waiwash. Apollo Bamba va être, en Bolivie, va être du même acabit, avec tous les premiers jours, les couchers de soleil, les levées de soleil, pardon, qui sont magnifiques sur les montagnes, donc les montagnes qui deviennent roses, rouges, flamboyantes au fur et à mesure que le soleil se lève. Et toute la deuxième partie, en fait, ce sont les couchers de soleil qui arrivent là. Un grand trek, décolle à 5 000 mètres aussi à passer. Donc, c'est pas le trek qu'on va recommander pour un premier trek en altitude, ou en tout cas un premier trek à vie. Mais aussi, c'est vraiment magnifique. Donc ça, j'ai essayé un petit peu euh, plus de... Voilà, vous séparer un petit peu ce qui existe dans le monde du trek au Pérou. En tout cas, nous, ce qu'on a sélectionné, encore une fois, parce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas trop de monde, ou que ce soit équilibré, ou que en fait on mette toutes les conditions en place pour que ce soit l'expérience la plus agréable possible et le trek le plus fascinant possible. Voilà une dernière petite image. Ça, c'est dans le massif de Lausangate. Et je pense que je peux arrêter, oui, mon partage. Je vais m'arrêter là pour, euh, pour maintenant. Alors, bon, j'ai des problèmes d'affichage. J'espère que vous me voyez bien. Je m'arrête là. Encore une fois, dernier mot, en fait, s'il fallait juste retenir une chose, le Pérou est un incontournable. Mais dans cette destination incontournable, on est capable d'aller chercher des treks qui sont méconnus, où il n'y a personne, où en fait, le mot d'ordre, c'est de trouver les plus belles variantes, qui sont encore plus belles et encore plus intéressantes que les treks initialement proposés. Et puis surtout en s'assurant de la qualité de ce que vous, en tant que voyageur, vous allez vivre sur place, mais aussi des conditions de travail qu'on va donner à toute l'équipe qui vous soutient. C'est ça notre idée là-dedans. Et voilà, je passe la balle. Bonne journée. Un grand merci à Julie pour toutes tes explications sur l'approche des voyages au Pérou et puis un petit peu sur la différence entre de chaque itinéraire. Et puis merci à tous pour votre participation ce soir. Et puis si le Pérou vous intéresse, tant pour un voyage de groupe qu'un voyage sur mesure, que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel. Et puis le calendrier des départs pour 2027 est déjà en ligne sur notre site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Merci à tous et puis au plaisir de vous faire voyager.